Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va parler de Expendables 3. Bon, alors Expendables 3, pour ceux qui n'ont pas encore compris le concept de la franchise, de la saga, de la série, c'est simplement le rassemblement de tous les gros noms des films d'action années 80-90, de tous les gros bras du cinéma hollywoodien, enfin la plupart des gros bras de cette période-là du moins. Donc ça cible un public bien précis, c'est-à-dire c'est ceux qui ont entre 30-40 ans je dirais, voire peut-être plus. Disons que les jeunes qui ont moins de 20 ans, je pense pas qu'ils connaissent les noms comme Dolph Lundgren, comme Jean-Claude Van Damme, comme Jason Statham peut-être, mais il y a beaucoup de noms qui ne doivent pas leur dire grand-chose. Donc là, ça cible un public bien précis, simplement parce que un des aspects du film tient beaucoup sur l'extra-diégèse, on va dire. C'est-à-dire que sur des éléments qu'on ne voit pas à l'écran, qui sont sous-entendus, dont on fait le renvoi, mais qui fonctionnent en fait dans l'esprit du public, mais qui n'est pas marqué à l'écran. Par exemple, ne serait-ce que le passif de tous les personnages du film, hein, chaque acteur du film interprète un soldat. Et c'est le personnage qu'ils incarnent dans Expendables. Par exemple, Stallone incarne un Barneros, un vétéran de guerre. Ben, ça fait référence ni plus ni moins à John Rambo, quoi. Et et dans le background du personnage, il y a beaucoup de renvois à cette période-là, à ce côté vétéran de guerre. Il y en a de même hein, pour Wesley Snipes, par contre, par exemple, dans Expendables 3. Pour ceux qui connaissent ces problèmes avec le fisc, par exemple, dans la réalité, il y a une ou deux private jokes à ce sujet dans le film, par exemple. Ben, les Expendables fonctionnent surtout sur ça. C'est pour ça que le film est très calibré pour ce public-là. Donc je présume que les plus jeunes qui n'ont pas vu tout ce qui concerne les maîtres de l'univers, les Scorpions Rouges, les Cobras, les Double Détente, en fait tous ces films qui ont pullulé dans les années 80, début 90. Je crois qu'il y en a même plusieurs qui sont pas encore en DVD, ils sont encore au stade de la VHS. Donc voilà, le jeune public, je pense pas qu'il soit très concerné. Par contre, le public des trentenaires ou quarantenaires, par contre, à mon avis, ils doivent marcher à fond. Donc le premier Expendables sonnait un petit peu comme un rendez-vous manqué. C'est-à-dire que le film présentait le concept, et par rapport à ce concept-là, on avait des attentes de vraiment de grands noms. Enfin, moi j'attendais comme nom des Michael Dudikoff, des David Bradley, des Sacha Mitchell, même de citer à Ross Rock, hein. Enfin là ça doit parler à pas beaucoup de monde là. C'était des noms en fait que l'on trouvait dans les films d'action époque vidéo club. Donc le premier était un petit peu efficace mais vraiment brouillon, c'est-à-dire que il y avait l'esprit était là, mais la mise en scène était vraiment un petit peu bordélique. C'était Stallone qui s'occupait de la réalisation et vu qu'il était dans le film, je présume qu'il n'avait pas trop le temps de s'attarder sur la mise en scène. Donc du coup, il y avait des aspects qui étaient vraiment bancals à ce niveau-là. Le deuxième, sonnait vraiment comme l'apothéose du concept du film, c'est-à-dire qu'on retrouvait là vraiment tous les gros noms mis en scène, en action. Donc il y avait une grande scène avec Stallone, Schwarzenegger, et même Jean-Claude Van Damme qui est venu dans le film, et c'était un des grands noms qu'on attendait hein, depuis le premier volet. Donc il sentait vraiment il y avait vraiment une saveur de heure de gloire dans le film. Et le troisième, alors là, comment dire, il y a un côté, Stallone atteint la limite de son concept. C'est-à-dire que dans les deux premiers films, il y avait toujours une espèce de... Il essayait de renouveler le concept pour éviter la redite. Et dans ce troisième film, il se cogne aux limites du concept. C'est-à-dire que le troisième film nous montre ce qui avait un filigrane dans les deux premiers, c'est-à-dire que Stallone essaye de renouveler son équipe, il cherche d'autres recrues, et pour ce faire, au lieu de chercher d'autres grands noms en fait, des années 80, il va chercher des jeunes recrues.
Et là, le problème qui se passe, c'est que bah, ces jeunes recrues-là, on les connaît pas, ils ne font pas partie du même univers que les vétérans des deux premiers volets. Ce qui fait que on se concentre à fond sur la psychologie de Stallone, enfin de Barney Ross, hein, je crois que c'est son nom. Et le problème, c'est on n'attend pas de Expendables qui se concentre sur la psychologie des personnages. Tout ce qu'on veut d'Expendables, c'est Barney Ross qui rassemble les vétérans pour foutre la pâtée aux méchants. C'est tout ce qu'on voulait. Avec en filigrane, peut-être, quand il discute avec ses vétérans, le côté. Après tout ce qu'on a vécu, on a encore la patate, quoi. Enfin, il y avait qu'il y a encore à côté. On est conscient que notre gloire est passée, mais on en a encore à revendre. Et le problème de ce troisième volet-là, c'est qu'il se traîne en longueur sur un aspect du scénario, en laissant de côté les promesses de la saga. Et ça se voit sur pas mal d'aspects, hein. Il y a le côté... alors, les CGI, enfin tout ce qui concerne les effets spéciaux mis en scène, est bâclé. Mais en même temps, ça va bien avec le concept de la franchise. C'est-à-dire que dans les deux premiers volets, il y a aussi pas mal d'effets spéciaux et de mise en scène qui étaient un petit peu bâclés. Il y avait beaucoup de faux raccords, il y avait beaucoup d'incrustations très limites. Mais ça concordait bien avec l'esprit même des films d'action. Et là, avec dans ce troisième volet-là, le problème qu'il y a vraiment, c'est le côté... Là, tous les acteurs sont vraiment fatigués, ils n'en peuvent plus. On sent... C'est flagrant avec Schwarzenegger, par exemple. On sent que Schwarzenegger a vieilli, il a fait une parenthèse de 10 ans, je crois, en carrière politique, et là il revient dans les films d'action, et on sent vraiment que cette parenthèse-là lui a été fatale. On sent vraiment qu'il il est vieux, il a vraiment pris un coup de vieux, et il se traîne pour accompagner Stallone. Stallone, par contre, il a physiquement, c'est la classe, mais on sent qu'il est fatigué de toujours faire la même chose. C'est voyant en fait ce cas de on est fatigué, on essaye encore de revenir sur le devant de la scène, et voyant avec Jet Li. Jet Li, je crois qu'il a une maladie de cœur, si je me trompe pas. Hein. Et le problème qu'il y a, c'est il doit à tout péter, il doit faire 5 minutes dans le film. Mais vraiment, et encore, j'exagère un petit peu, de 5 minutes en comptant les plans où il est à l'arrière-plan par exemple. Il doit avoir 2 répliques à tout péter dans le film. Alors qu'il fait partie des noms génériques bien placés, je crois qu'il est 4ème ou 5ème. Il fait limite de la figuration. Et Jet Li, en fait, donc, à cause de sa maladie, il peut pas faire plus que une ou deux scènes. Mais on sent vraiment, ça se voit, il est même bouffi à ce niveau-là. Mais on sent vraiment qu'il avait... il voulait pas dire non à Stallone, il aimait bien l'esprit de camaraderie, il voulait en faire partie, mais voilà, il y a une impossibilité physique de sa part qui fait qu'il ne peut pas faire plus que ce qu'on voit à l'image. Et c'est visible pour pas mal d'acteurs dans le film en fait. C'est pour ça que tout le film sera mal à côté, on veut en faire partie, mais en même temps tout le monde est fatigué. Concernant les CGI, c'est simplement que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont sûrement s'en plaindre. Mais c'est simplement que les CGI, le film est une production New Image Millennium. Les New Image Millennium, en fait, ils sont connus pour un truc tout con, la saga des Shark Attack en DVD. C'est-à-dire que les films qui sont un petit peu des arnaques en fait, mais qui font marrer, qui font marrer moi, mais parce que c'était toujours les mêmes stock shots repris. Il y a 4-5 films qui reposent sur le concept des Shark Attack, et en fait c'est toujours le même plan qu'on reprend pour les attaques d'Orcan par exemple. Il y a une idée de recyclage dans le film. Et Expendables 3 vient de cette boîte-là, et là, on sent quelques effets secondaires de cette production. On sent que c'est vraiment cette boîte de prod qui a produit le film. Ouais, c'est tout ce que j'avais à dire sur ça, c'est que, en gros, Expendables 3, c'est globalement, c'est pas bien. Je veux dire, objectivement, c'est pas bien. Mais subjectivement, ça renvoie en fait à toute la période de films d'action où les acteurs ont commencé à ramer. C'est-à-dire qu'il y a eu en 3 films Expendables, donc dans le premier volet, il y avait donc cette saveur qui était posée. Et dans le deuxième film, c'est vraiment l'heure de gloire. Hein, le deuxième film renvoie vraiment à cette période des années 80 où ils pétaient tous la forme.
c'est vraiment cette heure de gloire qui était vraiment mise en scène. Dans le troisième film, par contre, ça rappelle un petit peu voilà, les années 90 où cette frange du cinéma d'action a commencé à péricliter, euh, à s'étioler et a dû se contenter de direct au DVD. Le film directement en DVD, Van Damme en est réduit à ça, et où les scénarios étaient laborieux, où les scénarios se traînent, où les actes c'est souvent mal joué, c'est tourné en 2 mois, c'est bâclé. Et ben Expendables 3, ça rappelle un petit peu ces films-là. C'est triste à dire en fait parce que c'est un film prévu pour le cinéma et le film rappelle beaucoup. Le charme du film provient des TV. Là, c'est comme ça que je l'ai pris. C'est-à-dire que le film est. Quand je suis sorti de la salle, ça m'a fait marrer de voir un film qui vend des TV, qui voit un film directement en DVD. Je crois que même ces genres de films-là se sont considérés comme un téléfilm quand ça passe à la télévision. Et de voir ce genre de film-là au cinéma, ça m'a fait gentiment rigoler. Donc Expendables 3, c'est marrant quand on vient du public cible. Mais sinon, c'est vrai que c'est triste, c'est vraiment très triste quoi.